Salut, je m'appelle Julien, et j'ai vu de mes propres yeux un millionnaire, Monsieur Dubois, ricaner en regardant mon petit frère Léo, âgé de 9 ans, alors que le moteur de sa précieuse Ferrari 250 GTO venait de s'éteindre au paddock du Mans Classique. L'air était saturé d'une tension palpable, un mélange d'huile chaude, de prestige et d'humiliation publique. Ce que cet homme arrogant ne savait pas, c'est que toute sa réputation, son orgueil démesuré et ses espoirs de victoire reposaient entièrement sur les épaules de ce gamin qu'il venait de mépriser. Ce souvenir est gravé en moi, ce contraste choquant entre la puissance de l'argent et la sagesse silencieuse d'un enfant. Vous êtes-vous déjà senti complètement invisible, tout en sachant, au plus profond de vous, que vous déteniez la seule réponse qui comptait vraiment? Avant que je vous raconte comment mon frère, avec pour seuls outils son intuition et une observation que des ingénieurs de Maranello n'avaient pas su voir, a diagnostiqué le mal qui rongeait ce moteur de légende, prenez une seconde. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Faites-moi confiance. L'expression sur le visage de Monsieur Dubois et de toute son équipe, lorsque le V12 de cette Ferrari a enfin éclaté dans un rugissement parfait, vaut à elle seule le détour. C'est le genre de moment qui vous rappelle que la véritable valeur d'une personne ne se mesure ni à son compte en banque, ni à son costume, mais à ce qu'elle est capable de percevoir quand tous les autres sont aveugles. Le conflit était pourtant simple, mais insoluble pour ces soi-disant experts. La Ferrari 250 GTO de 1962, une merveille mécanique estimée à plusieurs millions d'euros, était le joyau de la collection de Monsieur Dubois. Elle n'était pas seulement une voiture, elle était une déclaration de son statut, le symbole de sa réussite. Et là, à quelques minutes de la course la plus importante de la saison, elle était réduite à une sculpture métallique, silencieuse et inutile. Le moteur démarrait, toussait péniblement, puis s'étouffait dès qu'on tentait de monter dans les tours. C'était une panne humiliante, survenue devant ses rivaux qui ne se gênaient pas pour savourer son malheur. Le paddock était devenu un théâtre où se jouait la chute d'un titan, et chaque seconde de silence du moteur était un coup de poignard dans son ego. Autour de la voiture, l'agitation était à son comble. Marco, l'ingénieur en chef dépêché spécialement d'Italie, transpirait à grosses gouttes, son visage crispé par la frustration et la honte. Sa réputation, bâtie sur des décennies de succès avec la marque au cheval cabré, était en train de s'effondrer en direct. Lui et son équipe avaient tout essayé. Les bougies étaient neuves, les carburateurs Weber recalibrés 3 fois, les diagnostics électroniques les plus sophistiqués branchés sur cette machine d'un autre. Tant, rien. Le moteur refusait de prendre vie correctement. Il parlait un jargon technique incompréhensible, pointant des schémas, secouant la tête avec désespoir. Ils étaient l'incarnation de la connaissance académique face à un problème qui, visiblement, dépassait leur manuel et leur certitude. Ils étaient des professionnels perdus, incapables de résoudre l'énigme. Et au milieu de ce chaos d'adultes importants et stressés, il y avait Léo, mon petit frère. Il n'était personne ici. Juste le fils d'un technicien de maintenance du circuit, un gamin qui avait grandi avec le son des moteurs comme berceuse. Pour tous ces gens, il n'était qu'un élément du décor, une petite silhouette poussiéreuse qui n'avait rien à faire si près d'une machine d'une telle valeur. Il se tenait à l'écart, les yeux fixés sur le compartiment moteur ouvert, mais il ne regardait pas de la même manière que les autres. Il ne voyait pas des pièces mécaniques. Il semblait écouter une conversation secrète, sentir un rythme discordant que personne d'autre ne pouvait percevoir. Il avait cette capacité innée, presque sensorielle, de comprendre la mécanique, un don que notre grand-père, un vieil artisan, avait toujours encouragé chez lui. Léo s'est approché timidement, attiré comme un aimant par le cœur silencieux de la bête. Il ne voulait pas déranger, juste mieux entendre. Il a contourné un mécanicien qui jurait en italien et s'est penché légèrement, plissant les yeux. C'est à ce moment que Marco, l'ingénieur en chef, l'a remarqué. Son regard est passé de la frustration à l'agacement pur. « Pousse-toi de là, gamin. Ce n'est pas un terrain de jeu ici, on n'a pas le temps pour ça. » a-t-il lancé d'une voix sèche, sans même le regarder dans les yeux, le repoussant d'un geste dédaigneux de la main. Ce n'était pas seulement un ordre, c'était une humiliation. Léo a reculé, le visage fermé, le rouge de la honte montant à ses joues. Il venait d'être traité comme un moustique, un simple désagrément. Personne n'a rien dit. Pour eux, il était invisible.
Il n'a pas pleuré, Léo. Il n'a pas fait de crise. Il a simplement baissé la tête, ses petites épaules se sont affaissées d'un coup, comme si le poids de ce mépris d'adulte était trop lourd à porter pour un corps de 9 ans. Il a reculé de quelques pas, se fondant à nouveau dans l'ombre des stands, redevenant invisible. J'ai senti une colère froide monter en moi, une rage impuissante. J'étais son grand frère. Je devais le protéger. Mais que pouvais-je faire face à ces hommes importants, face à cet ingénieur dont la montre valait probablement plus que la voiture de notre père? J'ai vu dans le regard de Léo, non pas de la tristesse, mais une profonde déception. La déception de celui qui voit le monde des grands et le trouve stupide, arrogant et sourd. Il venait de se faire éjecter du seul endroit où il se sentait vraiment à sa place. Pendant ce temps, M. Dubois faisait les 100 pas, son visage passant du rouge de la colère au blanc de l'angoisse. Il n'était plus le magnate tout-puissant, mais un homme au bord de la crise de nerfs. Son téléphone sonnait sans cesse, probablement des partenaires ou des journalistes, et il rejetait chaque appel d'un geste sec. Son costume impeccable semblait maintenant froissé, sa cravate de soie légèrement de travers. Toute sa fortune, tous ses contacts, tout son pouvoir ne servaient à rien face à un moteur capricieux. Il jetait des regards noirs à son équipe, puis à ses rivaux qui, de l'autre côté de l'allée, ne cachèrent plus leur sourire narquois. Son humiliation était un spectacle public, et chaque seconde qui passait rendait la pièce un peu plus cruelle. Il était piégé dans son propre théâtre de la réussite, et le rideau menaçait de tomber sur un échec retentissant. L'équipe de Marco ressemblait à une fourmilière paniquée. Ils ne suivaient plus de plan, ils agissaient par réflexe, par désespoir. Ils vérifiaient pour la 4e fois l'allumage, débranchaient et rebranchèrent des fils qui avaient déjà été inspectés. Le jargon technique avait laissé place à des jurons étouffés en italien et en français. Marco, le grand expert, avait perdu toute son assurance. Il criait des ordres contradictoires, ses mains tremblaient légèrement en manipulant ses outils. C'était la déroute de la connaissance certifiée, la faillite de l'expertise payée à prix d'or. Ils avaient les meilleurs diplômes, les meilleurs équipements, mais ils étaient aveugles et sourds. Ils étaient tellement concentrés sur leurs schémas complexes et leurs théories qu'ils n'écoutaient plus la machine elle-même. Ils essayaient de la forcer à obéir, sans chercher à comprendre ce qu'elle essayait de leur dire. Mais Léo, lui, n'avait pas bougé de son poste d'observation, à l'abri derrière une pile de pneus usés. Il n'avait plus l'air triste. Son visage était redevenu neutre, mais ses yeux étaient d'une intensité redoutable. Il ne regardait plus le moteur comme un ensemble, mais se concentrait sur un point précis, un endroit que les autres ignoraient. Je me suis souvenu des mots de notre grand-père, un ancien ajusteur mécanicien qui passait ses week-ends à nous montrer comment fonctionnaient de vieux moteurs de mobilette. Il disait toujours « Une machine, ça vit, ça respire. Avant de sortir tes outils, tu dois apprendre à écouter son souffle, à sentir sa fièvre. Les pannes, souvent, elles se chuchotent avant de crier. » Et Léo écoutait. Dans le vacarme ambiant, il semblait percevoir une mélodie que personne d'autre n'entendait. Soudain, un des jeunes mécanos, pas beaucoup plus âgé que moi, a laissé tomber une clé à pipe dans un bruit métallique sec. Épuisé, il s'est penché pour la ramasser, mais Léo a été plus rapide. Il s'est glissé hors de sa cachette, a ramassé l'outil et l'a tendu au mécanicien. Le jeune homme l'a regardé, surpris. Il n'y avait pas de mépris dans son regard, juste de la fatigue. Il a pris la clé et a murmuré un « merci », à peine. Audible, accompagné d'un bref hochement de tête. C'était un petit rien, un instant minuscule dans ce chaos, mais c'était la première fois qu'un membre de cette équipe traitait Léo comme un être humain et non comme un obstacle. Ce simple geste de reconnaissance a semblé redonner une étincelle à mon frère. Il n'était plus totalement un fantôme. C'est alors que la patience de M. Dubois a volé en éclats. Après une nouvelle tentative de démarrage, qui s'est soldée par un tout-sautement pathétique, suivi d'un silence de mort, il a explosé. « Ça suffit !» a-t-il hurlé, sa voix résonnant dans tout le paddock. « On arrête tout, c'est terminé, déclaré forfait !» Ces mots sont tombés comme une guillotine. L'équipe s'est figée, les outils à la main, le visage défait. Marco a ouvert la bouche pour protester, mais l'a refermée aussitôt, vaincu. Le moment de vérité était arrivé, et c'était celui de l'échec, l'abandon. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que le bruit des moteurs quelques minutes plus tôt. C'était le silence de la défaite, lourd, épais, presque palpable. La grande Ferrari 250 GTO n'était plus qu'un cercueil de métal rouge. L'atmosphère est devenue funèbre.
Les mécaniciens ont commencé à ranger lentement leurs outils, la tête basse, évitant le regard furieux de leur patron. Les rivaux, de l'autre côté, rangeaient aussi, mais avec la satisfaction tranquille de ceux qui ont gagné sans combattre. L'humiliation était totale. J'ai ressenti une vague de tristesse pour ces hommes, malgré leur arrogance. Mais ma colère était toujours là, dirigée contre ce système absurde où un titre vaut plus que le talent brut. J'ai tourné la tête vers mon frère, m'attendant à le voir déçu, mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il n'y avait plus aucune trace d'émotion sur son visage, juste une concentration absolue. Ses yeux fixaient le moteur silencieux et il brillait d'une lueur intense, presque prédatrice. C'était comme s'il venait de voir la faille, la seule petite fissure dans l'armure du problème. Et c'est à ce moment précis, dans ce silence de défaite, que Léo a bougé. Alors que les adultes acceptaient leur échec, mon petit frère a fait quelque chose d'impensable. Il a quitté la sécurité de son abri derrière les pneus et a commencé à marcher. Lentement, mais avec une détermination qui détonnait complètement avec l'atmosphère ambiante. Chaque pas qu'il faisait sur le bitume du paddock semblait résonner dans le vide laissé par le moteur, silencieux. Il ne se dirigeait pas vers moi ni vers la sortie. Il marchait droit vers le cœur du désastre, vers la Ferrari rouge qui avait humilié tant d'hommes fiers. Ses poings étaient serrés, non pas de colère, mais de concentration. Il avait vu quelque chose, ou plutôt il avait entendu quelque chose que personne d'autre n'avait perçu, et il n'allait pas laisser l'abandon des autres l'emporter. Son avancée n'est pas passée inaperçue. Quelques mécaniciens ont levé la tête, leur visage exprimant un mélange de curiosité et d'agacement. Qui était ce gamin qui osait s'approcher à nouveau? Mais c'est le regard de M. Dubois qui a changé. Sa fureur s'était muée en une sorte de vide hébété, et voir cette petite silhouette marcher avec une telle assurance a semblé le sortir de sa torpeur. Léo n'a pas regardé le millionnaire. Il n'a pas regardé Marco. Ses yeux étaient rivés sur le moteur. Il s'est arrêté à 1 mètre de la voiture, juste à côté du jeune mécanicien à qui il avait rendu la clé. Il n'a rien dit. Il a juste attendu, comme s'il donnait à l'univers une dernière chance de le remarquer, avant de livrer son secret. C'était un défi silencieux, lancé à l'arrogance et à la résignation. Finalement, il s'est penché vers le jeune mécanicien et a murmuré, sa voix à peine plus forte qu'un souffle, mais claire comme du cristal dans le silence tendu. Elle ne respire pas bien. Le mécanicien a froncé les sourcils, ne comprenant pas. Léo a pointé un doigt timide vers le collecteur d'admission, une magnifique sculpture de métal poli. C'est comme quand on a le nez bouché. Elle prend trop d'air par le mauvais endroit. Elle s'étouffe. C'était si simple, si enfantin dans sa formulation. Et pourtant, c'était une analyse. Il ne parlait pas de ratios stoichiométriques ou de capteurs défaillants. Il parlait de la vie, de la respiration. Il avait traduit le langage de la machine en un langage que même un enfant pouvait comprendre. C'était un diagnostic, pas une supposition. Marco, l'ingénieur en chef qui avait entendu le murmure, a éclaté d'un rire sec et méprisant. Un rire qui n'avait rien de joyeux, c'était le son de l'humiliation qui cherchait une cible facile. Elle s'étouffe, on a les meilleurs diagnostics du monde, et un gamin vient nous parler de nez bouché. Fichez-moi le camp d'ici tous les deux, on a assez perdu de temps avec ces bêtises. Il a fait un geste vers le jeune mécanicien comme pour le chasser, sa frustration atteignant son paroxysme. Pour lui, c'était l'insulte suprême. Son expertise, sa réputation, balayée par la métaphore d'un enfant de 9 ans. Il préférait admettre la défaite plutôt que d'envisager une seconde, une idée aussi simple, aussi étrangère à ses manuels et à ses certitudes. Mais avant que le jeune mécanicien ou Léo ne puisse reculer, une voix a tonné, plus puissante et plus tranchante encore que celle de Marco. « Taisez-vous » c'était M. Dubois. Il s'était approché, ses yeux ne quittant pas mon frère. Toute sa colère semblait s'être évaporée, remplacée par une lueur étrange, un mélange de désespoir absolu et de curiosité intense. « Qu'est-ce que tu as dit, petit ?» a-t-il demandé, sa voix plus basse maintenant, presque intime. Il n'y avait plus de mépris, plus d'arrogance. Il n'était plus le millionnaire face à un gamin des rues. Il était un homme dont le rêve venait de mourir et qui se voyait offrir une paille à laquelle se raccrocher, même si cette paille avait la forme d'un enfant. Et de ces mots étranges. Léo n'a pas été intimidé. Il a levé les yeux vers cet homme immense et a répété, plus fermement cette fois, « Elle s'étouffe. Le son n'est pas bon. Il y a une fuite d'air, mais seulement quand le moteur essaie de monter vite dans les tours.
Il parlait avec une clarté technique qui contrastait avec son âge. Un silence de plomb est tombé sur le paddock. Les équipes rivales, qui commençaient à partir, se sont arrêtées pour regarder ce spectacle incroyable. Monsieur Dubois a fixé Léo pendant de longues secondes, puis il s'est tourné vers son équipe, son visage une page blanche. « Laissez-le regarder », a-t-il ordonné d'une voix qui ne tolérait aucune discussion. « Qu'est-ce qu'on risque maintenant? L'humiliation? C'est déjà fait. Laissez-le faire. » Marco est devenu blême, sa mâchoire s'est contractée de rage impuissante. Il venait d'être publiquement désavoué au profit d'un enfant. Alors, sous les regards incrédules de dizaines de personnes, Léo s'est approché de la Ferrari. Il n'a demandé aucun outil. Il n'a pas regardé les ordinateurs ou les schémas. Il a simplement posé sa petite main, sale de poussière, sur le collecteur d'admission en métal froid. Il a fermé les yeux. C'était une scène surréaliste. Le chaos technologique des dernières heures avait laissé place à ce geste simple, presque sacré. Il était là, immobile, sa main posée sur le cœur de la bête, et il écoutait, pas avec ses oreilles, mais avec ses doigts, avec tout son corps. Il sentait les micro-vibrations, le flux de l'air, la pulsation secrète du métal. Il était en communion avec la machine, cherchant cette dissonance subtile, cette note fausse que tous les capteurs à plusieurs millions d'euros avaient manqué. Après ce qui a semblé une éternité, Léo a ouvert les yeux. Il n'y avait aucune fierté sur son visage, aucune lueur de triomphe, juste la certitude tranquille de quelqu'un qui a trouvé la réponse à une énigme. Le silence dans le paddock était si total que je pouvais entendre ma propre respiration, le battement de mon cœur dans mes oreilles. Il a lentement retiré sa main du collecteur, laissant une petite empreinte de poussière sur le métal immaculé. Puis, avec une lenteur calculée, il a levé son petit doigt et a pointé vers une zone anodine du moteur, un endroit presque caché sous un bouclier thermique, une pièce que personne n'avait jugée digne d'intérêt. Ce n'était pas un geste théâtral, mais un acte d'une précision chirurgicale. Il ne désignait pas une pièce maîtresse, mais un détail, un secret. Marco, l'ingénieur, a failli s'étouffer d'indignation. Son visage, déjà rouge de honte, est devenu pourpre. « C'est une blague? Il nous montre un simple bouclier thermique. Il n'y a rien là-dessous, rien d'important. C'est un cache de protection, pas un composant vital. » Il s'est avancé, prêt à écarter Léo une bonne fois pour toutes, comme si la simple suggestion était une insulte personnelle à son expertise. Pour lui, c'était le comble de l'absurdité. Des heures de diagnostic par les meilleurs experts du monde. Et ce gamin pointait du doigt un morceau de tôle sans importance. Il a regardé M. Dubois avec un air suppliant, comme pour lui dire « Mettez fin à cette mascarade, je vous en prie ». La tension était de nouveau à son comble, le fragile espoir menaçant de se briser. Mais M. Dubois n'a même pas jeté un regard à son ingénieur. Ses yeux étaient rivés sur mon frère. Il a fait un pas de plus, se penchant légèrement, pour être au niveau de Léo. Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle portait une autorité absolue qui a figé Marco sur place. « Explique-moi », a-t-il simplement dit. Ce n'était pas une question, c'était une invitation, une porte qu'il ouvrait à Léo, alors que tous les autres l'avaient fermée. Dans ce simple mot, il y avait l'aveu de sa propre ignorance et un acte de foi total envers cet enfant. Le pouvoir venait de basculer de manière spectaculaire. Le millionnaire, le magnate, l'homme, qui commandait des armées d'avocats et de financiers, demandait humblement l'avis d'un garçon de 9 ans en short et en basket. Léo a avalé sa salive, un peu impressionné par l'attention soudaine, mais sa voix n'a pas tremblé. « Le son, il n'est pas bon ici », a-t-il dit en gardant son doigt pointé. Quand le moteur aspire très fort pour aller vite, ça siffle. Un tout petit sifflement. C'est comme une paille qui a un trou. L'air rentre par le mauvais endroit. Il a ensuite regardé Marco, sans peur. Ce n'est pas le bouclier, c'est le joint en dessous. Il doit y avoir une toute petite fissure, assez petite pour ne rien faire quand le moteur tourne doucement, mais assez grande pour s'ouvrir quand il aspire fort. L'ordinateur ne peut pas le voir, parce que pour lui l'air rentre, il ne sait pas d'où. Sa logique était implacable, simple, basée sur l'observation pure et la physique élémentaire. Un murmure a parcouru les rangs des mécaniciens. Le jeune homme à qui Léo avait rendu la clé a regardé son chef puis le moteur, et a hoché la tête lentement. L'idée faisait son chemin. Une prise d'air parasite, une micro-fissure sur un joint de collecteur. C'était un problème classique, un cauchemar à diagnostiquer précisément parce qu'il était intermittent
et ne se manifestait que sous une charge extrême. C'était le genre de panne que les vieux mécaniciens trouvaient à l'oreille, au toucher, pas avec un ordinateur. C'était une panne de l'air analogique sur une machine de légende. L'explication de Léo, si enfantine soit-elle dans sa formulation, était techniquement plausible. Elle expliquait parfaitement pourquoi la voiture démarrait bien mais s'étouffait dès qu'on la poussait. L'hypothèse était solide. Marco restait pétrifié, son esprit de logicien refusant d'admettre une telle possibilité. Comment un diagnostic aussi fin aurait-il pu lui échapper, à lui et à toute son équipe? C'était impossible. C'était une coïncidence, un coup de chance. Mais le doute commençait à s'insinuer sur son visage. Le silence de M. Dubois était une condamnation en soi. Le millionnaire n'avait pas besoin d'être un expert en mécanique pour comprendre la logique de la situation. Il avait un problème que des millions d'euros d'expertise n'avaient pas pu résoudre. Et un enfant lui offrait une solution simple, cohérente, qui expliquait tous les symptômes. Il se tenait à la croisée des chemins. Faire confiance à son expert arrogant et vaincu ou parier sur l'intuition d'un gamin inconnu. Finalement, M. Dubois s'est redressé. Il a balayé du regard son équipe figée, son ingénieur humilié et les visages curieux de ses rivaux. Puis son regard s'est posé sur le jeune mécanicien qui semblait croire en l'idée de Léo. Son choix était fait. Il a pointé du doigt le bouclier thermique, exactement là où le doigt de Léo était encore pointé quelques secondes plus tôt. Sa voix a claqué comme un coup de fouet, ne laissant aucune place à la discussion. « Démontez !» Il a fait une pause, son regard défiant Marco. « Démontez cette pièce, tout de suite !» L'ordre était donné. C'était le point de non-retour. Tout le monde retenait son souffle. La théorie de mon petit frère allait être mise à l'épreuve, devant tout le paddock du Mans. L'ultime préparation avant le verdict. Le jeune mécanicien, celui à qui Léo avait tendu la clé, s'est avancé sans un mot, le visage pâle mais déterminé. Il semblait porter sur ses épaules le poids de toutes les attentes et de tous les doutes. Sous le regard glacial de Marco, qui se tenait les bras croisés, le corps raidi par l'humiliation, il a sélectionné une clé à cliquer. Chaque clic de l'outil dans le silence tendu du paddock était comme un battement de cœur, un compte à rebours vers la vérité ou le ridicule final. Il a dévissé les boulons du bouclier thermique avec une précision nerveuse, ses gestes trahissant la pression immense qui pesait sur lui. Il n'était plus un simple mécano. Il était devenu l'instrument d'une intuition d'enfant contre des décennies d'expertise technique. Personne n'osait respirer. Tout le monde regardait ce bouclier de métal comme s'il cachait le secret de l'univers. Le bouclier thermique a finalement été retiré, révélant le joint du collecteur d'admission. Au premier coup d'œil, il semblait parfaitement intact. Un murmure de déception a parcouru la petite foule, et j'ai vu un rictus de triomphe méprisant se dessiner sur le visage de Marco. « Je vous l'avais dit, une perte de temps, a-t-il sifflé entre ses dents. Mais le jeune mécanicien ne s'est pas découragé. Il a sorti une petite lampe de poche de sa poche et a parcouru lentement la surface du joint. Et puis, il s'est figé. Il a fait signe à M. Dubois de s'approcher. Là, presque invisible à l'œil nu, se trouvait une fissure. Ce n'était pas un trou, à peine une égratignure, une ligne si fine qu'elle ressemblait à un cheveu posé sur le caoutchouc. Une imperfection minuscule, insignifiante, mais située exactement à l'endroit que Léo avait désigné. Le diagnostic était confirmé. La preuve était là, silencieuse et irréfutable. Marco est devenu livide, sa certitude arrogante s'effondrant en un instant. M. Dubois, lui, n'a montré aucune expression de triomphe. Il a simplement regardé le jeune mécanicien et a dit d'une voix calme « Réparez-le ». Il n'y avait pas le temps de remplacer la pièce. La course allait commencer. Le mécanicien a hoché la tête, sortant un tube de mastic d'étanchéité haute température, une solution de fortune, un pansement pour une blessure de millionnaire. Avec une concentration extrême, il a appliqué un cordon fin et précis de pâte noire sur la minuscule fissure. C'était un geste presque dérisoire, un bricolage sur une œuvre d'art mécanique. Mais dans ce geste, il y avait tout le pragmatisme et toute l'humilité que les experts avaient perdus. La technologie la plus avancée venait d'être supplantée par un tube de colle et l'intuition d'un enfant. Le bouclier thermique a été remis en place, les boulons resserrés. Le silence est revenu, plus lourd et plus chargé de suspense que jamais. Tous les regards se sont tournés vers M. Dubois. Lentement, il a contourné la voiture et s'est glissé dans le siège baquet en cuir usé. Il n'était plus le magnate furieux,
mais un homme qui venait de voir sa foi récompensée de la manière la plus improbable qui soit. Il a posé ses mains sur le volant en bois, a jeté un dernier regard vers Léo, qui se tenait toujours à l'écart, immobile. J'ai senti mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. J'avais peur. Peur que ça ne marche pas. Peur que mon frère soit la cible de nouvelles moqueries. C'était le moment où tout pouvait basculer, soit vers la gloire, soit vers l'humiliation finale. Monsieur Dubois a tourné la clé de contact. Le démarreur a gémi et le V12 s'est ébroué avec le même ralenti régulier qu'auparavant. Pendant une fraction de seconde, la déception a flotté dans l'air. Marco a esquissé un sourire amer. C'était la fin. Mais alors, Monsieur Dubois a fait quelque chose de différent. Son pied a heurté violemment l'accélérateur. Au lieu du tout-sautement pathétique et de l'étouffement attendu, une détonation a secoué le paddock. Le moteur n'a pas toussé. Il a explosé de vie. Le son était pur, sauvage, une symphonie mécanique parfaitement accordée montant dans les tours avec une fureur que personne ne lui avait encore entendue. C'était un rugissement triomphal, un cri de libération qui a balayé le mépris et le doute, faisant vibrer l'air et les âmes de tous ceux qui étaient présents. La Ferrari n'était plus malade. Elle chantait. Un silence de stupéfaction a suivi le rugissement. Les équipes rivales, qui s'étaient moquées ouvertement, restaient bouche bée, leur sourire narquois figé sur leur visage. Les mécaniciens de Monsieur Dubois se regardaient les uns les autres, les yeux écarquillés par l'incrédulité et un respect naissant. Mais mon regard était fixé sur Marco. L'ingénieur en chef de Maranello, le grand expert, se tenait là, immobile, comme pétrifié. Son visage avait perdu toute couleur. Ce n'était plus de la colère ou de la frustration, mais le vide absolu. C'était le visage d'un homme dont le monde venait de s'écrouler, dont toute la connaissance, tous les diplômes et toute la réputation venaient d'être anéantis par le murmure d'un enfant de 9 ans. Il était le fantôme de sa propre arrogance, un monument à la défaite intellectuelle. Monsieur Dubois a coupé le moteur, et le silence qui est revenu était empli de respect. Il est sorti de la voiture, non pas comme un propriétaire victorieux, mais avec la lenteur d'un homme profondément touché. Il a ignoré son équipe, ignoré les regards, et a marché droit vers Léo. La foule s'est écartée sur son passage comme la mer devant Moïse. Arrivé devant mon petit frère, le grand millionnaire s'est accroupi, mettant son visage au niveau de celui de Léo. Il l'a regardé pendant un long moment, et dans ses yeux, il n'y avait plus d'arrogance, seulement une immense gratitude et une admiration sans bornes. Puis, d'une voix que seuls Léo et moi pouvions entendre, il a murmuré un seul mot, un mot qui valait plus que tout l'or du monde. Merci. Après ce simple mot, Monsieur Dubois ne s'est pas relevé immédiatement. Il est resté un instant à genoux, comme pour graver ce moment dans sa mémoire. Puis, il s'est redressé et, au lieu de retourner vers son équipe triomphante, il a tendu la main à mon frère. « Viens avec. »« Moi » a-t-il dit, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Devant des centaines de regards médusés, il a guidé Léo, ce petit garçon en short poussiéreux, à travers le paddock et l'a fait monter dans la tribune VIP, la loge la plus exclusive du circuit. Moi, je les ai suivis, le cœur battant, me sentant comme un intrus dans un rêve. Nous étions là, au milieu des champagnes et des costumes de luxe, et tout le monde ne regardait que Léo. Il n'était plus un fantôme, il était le centre de cet univers. La course a commencé quelques minutes plus tard. Depuis la tribune, nous avions une vue imprenable sur la piste. Chaque fois que la Ferrari 250 GTO rouge passait devant nous, son moteur chantait cette mélodie parfaite que Léo avait restaurée. Ce n'était plus seulement la voiture de Monsieur Dubois, c'était un peu la nôtre. Monsieur Dubois ne pilotait pas, il avait un pilote professionnel, mais il vivait chaque virage, chaque dépassement avec une intensité folle. Quand la voiture a franchi la ligne d'arrivée en première position, un cri de joie a éclaté dans la loge. Mais Léo et moi, nous sommes restés silencieux. Nous regardions la voiture faire son tour d'honneur, et je savais que nous ne regardions pas une victoire de course, mais la preuve vivante que l'écoute, la patience et l'humilité pouvaient vaincre l'arrogance et le savoir livresque. Plus tard, alors que la fête battait son plein autour du podium, mon regard a été attiré par une silhouette solitaire près du stand. Ferrari, c'était Marco. Il ne célébrait pas. Il rangeait méticuleusement ses outils dans sa mallette, ses gestes lents et dénués de toute l'assurance qu'il affichait quelques heures plus tôt. Personne ne lui parlait. Son équipe l'évitait, presque par gêne. Il était devenu un paria dans son propre camp. Il a fini par fermer sa mallette, a jeté un dernier regard vide sur la voiture victorieuse, puis il est parti sans un mot,
disparaissant dans la foule. Je n'ai ressenti aucune joie en le voyant. Ainsi juste une profonde pitié. Il était la victime de son propre orgueil, un homme qui savait tout mais n'avait rien compris à l'essentiel. Après la cérémonie, M. Dubois nous a retrouvés. Il n'y avait plus de foule, juste lui, nous et nos parents, qui étaient venus nous chercher complètement dépassés par les événements. Il n'a pas parlé d'argent, pas tout de suite. Il a regardé mes parents droit dans les yeux et a dit « Votre fils a un don que l'argent ne peut pas acheter et que les meilleures écoles ne peuvent pas enseigner. Je veux m'assurer qu'il ait toutes les chances de le développer. » Il a alors proposé de financer entièrement les études de Léo dans n'importe quelle école d'ingénieur qu'il choisirait un jour. Et plus important encore, il lui a offert une place d'apprenti personnel dans son atelier de restauration pour qu'il puisse apprendre au contact des plus belles mécaniques du monde, dès maintenant. Mes parents étaient sans voix, les larmes aux yeux. Moi, j'étais juste incroyablement fier. Mais Léo, lui, n'a réagi qu'à une seule chose. Ses yeux se sont illuminés non pas à l'idée des études, mais à la mention de l'atelier. « Je peux vraiment toucher les moteurs ?» a-t-il demandé. Sa première phrase depuis des heures. Monsieur Dubois a ri, un rire sincère cette fois. « Tu pourras leur parler, Léo. C'est ce que tu fais de mieux. » Ce jour-là, dans les allées du circuit, une légende est née. Les gens ont commencé à l'appeler le murmureur de Ferrari. Ce n'était plus le gamin poussiéreux et invisible. C'était le garçon qui entendait ce que les machines avaient à dire. Sa vie et la nôtre venaient de basculer pour toujours, grâce à un sifflement que lui seul avait entendu. Cette journée au Mans a laissé une marque indélébile en moi. Elle m'a appris que la vraie valeur d'une personne ne se trouve pas sur son CV, sur son compte en banque ou dans le prestige de son nom. Elle se trouve dans des endroits inattendus, dans l'intuition d'un enfant, dans la capacité à écouter quand tout le monde crie, dans le courage de faire confiance à l'improbable quand toutes les certitudes se sont effondrées. Monsieur Dubois a remporté une course ce jour-là, mais je crois qu'il a gagné bien plus. Il a appris une leçon d'humilité qui, je pense, a redéfini sa vision du monde. Et nous avons appris que même quand on se sent petit et ignoré, on peut détenir la clé qui fait rugir les plus grands moteurs. Les années ont passé depuis ce jour, mémorable au Mans, mais l'écho de ce rugissement de moteur résonne encore en moi. Léo n'est plus le petit garçon timide qui se cachait derrière des piles de pneus. La promesse de M. Dubois n'était pas une parole en l'air. Il est devenu un véritable mentor pour mon frère. L'atelier de restauration est devenu la deuxième maison de Léo, son terrain de jeu et son université. Je l'ai vu grandir, les mains toujours tachées de graisse, le regard toujours aussi intense, passant des moteurs de karting bricolés dans notre garage aux mécaniques les plus rares et les plus précieuses du monde. Il n'a jamais perdu cette humilité, cette capacité à écouter. Pour lui, chaque moteur est une conversation, chaque panne une énigme à résoudre avec patience et respect, jamais avec force. Il est la preuve vivante que le talent n'a pas d'âge. Pour notre famille, ce jour a été un tournant radical. Nous ne sommes pas devenus riches, mais nous avons gagné quelque chose de bien plus précieux. La certitude que la valeur de mes parents, leur honnêteté et leur travail acharné s'étaient transmises à nous d'une manière inattendue. La gratitude de M. Dubois ne s'est jamais démentie. Il est devenu une sorte de grand-père de substitution, nous invitant régulièrement non pas pour étaler sa richesse, mais pour partager sa passion. Il disait souvent que Léo lui avait rappelé que posséder une chose ne signifiait rien si l'on n'était pas capable d'en comprendre l'âme. Cette relation, bâtie sur un joint de collecteur fissuré et une confiance aveugle, a redéfini pour nous tous le sens du mot « réussite ». Elle n'était plus une question de statut, mais de connexion authentique. Encore aujourd'hui, quand je repense à cette scène, je me demande ce qui a vraiment fait la différence. Ce n'était pas de la magie. Je crois que c'était une question de perspective. Marco et son équipe regardèrent le moteur en cherchant une erreur dans leurs données, une déviation par rapport à leur schéma. Ils essayaient d'imposer leur savoir à la machine. Léo, lui, n'avait aucun savoir préconçu à imposer. Il s'est contenté d'écouter, sans préjugés, sans ego. Il a entendu une dissonance que les autres, assourdis par leur propre expertise, ne pouvaient plus percevoir. C'est peut-être ça la plus grande leçon. Parfois, pour trouver la bonne réponse, il faut arrêter de chercher à tout prix à avoir raison et simplement se mettre à l'écoute. La vérité se murmure souvent, elle ne crie pas. La semaine dernière, je suis passé à l'atelier. Léo, qui est maintenant un adolescent, était penché sur le moteur d'une Bugatti Type 57 Atlantic,
une voiture encore plus légendaire que la Ferrari. Il ne parlait pas. Il avait les yeux fermés, une main posée délicatement sur le bloc moteur, exactement comme il l'avait fait des années plus tôt. Monsieur Dubois était à côté de lui, observant la scène avec un sourire paternel. Il n'y avait plus d'ingénieurs arrogants, plus de public moqueur, juste un maître et son apprenti, deux générations unies par le même respect pour la mécanique. En voyant cette image, j'ai compris que la vraie victoire de Léo n'avait pas été de réparer une voiture ou de gagner une course. Sa vraie victoire, c'était d'avoir gagné le droit de passer sa vie à faire ce qu'il aimait, reconnu pour ce qu'il était vraiment. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de confiance en soi, qui se sent peut-être sous-estimé ou invisible, je vous en prie, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, une histoire peut être l'étincelle qui nous rappelle notre propre valeur. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits sur la façon de trouver son propre chemin, même lorsque ce n'est pas celui que les autres attendent de nous. Merci de m'avoir écouté et d'avoir partagé ce souvenir si important pour moi. Votre soutien signifie beaucoup.